Au crépuscule d'un règne de 72 ans, le plus long de l'histoire de France, la succession de Louis XIV est remise en cause par une suite de malheurs qui frappent la famille royale. La minorité de Louis XV, enfant roi à l'âge de 5 ans, ouvre le champ des possibles. Durant cette époque charnière, située entre les ors du grand siècle de Louis XIV et la vibrante révolution des Lumières, le pouvoir est confié au régent Philippe II, duc d'Orléans, petit-fils de France et neveu du roi Soleil. Louis XIV, roi guerrier, laisse un royaume souffrant et ruiné. Entre 1715 et 1723, le régent tente de réduire la dette de l'État et il apporte un souffle nouveau et moderne à la politique et à l'administration du royaume de France. Ce Philippe d'Orléans était un homme sérieux qui séparait assez bien les plaisirs et le travail au service du royaume. Il était aussi un homme intelligent qui réfléchissait beaucoup, qui s'était bien entouré. Et il va bien gouverner d'ailleurs, parce que jusqu'en 1723, on va voir que c'est quelqu'un qui est plus pacifiste, on n'avait pas de mal, que ne l'avait été Louis XIV, il y a très peu de guerre. La crise économique, il essaye de la résoudre en faisant appel à ce monsieur qui avait une imagination de génie, qui était John Law, celui qui a eu l'idée de fabriquer la première monnaie papier de l'histoire. Donc le régent assure un gouvernement assez confortable et assez sérieux. Le régent s'emploie à nouer de nouvelles alliances pour contrecarrer les ambitions expansionnistes de son cousin Philippe V d'Espagne et de son ambitieux ministre Jules Alberoni. Sur les conseils éclairés de penseurs politiques, tels le duc de Saint-Simon, le régent cherche l'apaisement et la concertation à travers un mode de gouvernance par conseil appelé polysynodie. L'absolutisme du roi Soleil laisse donc place à une transition libérale. La régence demeure pourtant une période complexe et méconnue, trop souvent noyée dans les fantasmes des romans libertins. Éduqué par sa mère, la brillante Anne d'Autriche, et par son parrain, le cardinal Mazarin, dans l'idée qu'il doit s'affirmer comme le plus glorieux roi d'Europe, Louis XIV règne d'une main de fer sur le royaume de France depuis 1643. Il poursuit l'effort initié par Louis XIII et son principal ministre, le cardinal de Richelieu, vers l'affirmation de l'absolutisme royal. Il a la volonté, on pourrait même dire la volonté forcenée, de s'affirmer comme le plus glorieux roi d'Europe et le manifester dans la pierre, dans les divertissements, dans les bals, dans les fêtes, bref, éblouir. Louis XIV écrit que c'est sur les préséances et les rangs que les peuples mesurent leur respect et leur obéissance. Pour gouverner sans partage, il s'emploie donc à asservir la noblesse, contraignant les seigneurs à quitter leurs terres pour vivre auprès de lui et à se soumettre au cérémonial de l'étiquette qui codifie la journée royale. Pendant ce temps, des intendants dévoués au pouvoir administrent les provinces. Véritable chef-d'œuvre de politique, l'organisation de la cour permet alors au monarque de centraliser le pouvoir à Versailles dès 1682. Le chef-d'œuvre politique qu'est Versailles, c'est de faire en sorte que les seigneurs n'aient plus envie d'être dans leur château et d'être parmi l'argent, et qu'il n'ait rien de plus pressé, de plus important pour eux que d'être vus par le roi ou d'avoir une petite fonction, parfois des fonctions de domesticité. De grands seigneurs ont accepté d'être gentilshommes de la cour pour avoir l'honneur de tenir le vêtement du roi, pour avoir l'honneur de lui porter son épée, d'assister au coucher, au lever royal, à toutes ces scènes de la vie publique où il fallait être vu. Et ça, c'est un véritable chef-d'œuvre de la politique, et on ne dira jamais assez que la cour a
contribuer à l'unité du royaume et par là à l'unité de ce qui est devenu ensuite la France. Le roi Soleil porte les arts et les sciences à leur apogée, éblouissant toute l'Europe. En parallèle, il mène une politique guerrière qui fait de la France un royaume victorieux, mais isolé. Il passe 33 années d'un règne long de 72 ans dans le tumulte des champs de bataille. Le souverain s'appuie sur des hommes de confiance. Pendant que Louvois réorganise l'armée française, dans le but d'en faire une invincible machine de guerre, Vauban s'emploie à construire des places fortes stratégiques, formant une véritable ceinture de fer pour défendre les frontières du Pré-Carré royal. Colbert se charge, quant à lui, de réformer l'administration et d'équilibrer tant bien que mal les finances du royaume face à l'insatiable appétit guerrier du roi. Colbert va mettre en place une politique que l'on appelle mercantile, qui repose sur l'idée qu'un royaume est riche s'il dispose de nombreuses espèces d'or et d'argent. Et pour se les acquérir, il va falloir avoir une active politique industrielle et d'exportation. Il faut vendre à l'étranger. Aussi, Colbert va développer tout un réseau de manufactures. Il va aussi essayer de développer pour cela une marine. Bref, ses principaux succès, c'est l'économie. Sauf que, effectivement, tout cela va se heurter à la politique belliqueuse de Louis XIV, qui, elle, va être coûteuse et va contrecarrer cet effort de redressement économique. Philippe d'Orléans, le frère cadet de Louis XIV, qu'on appelle par convention « Monsieur », est veuf en 1670. Prince du sang appartenant à la maison royale de Bourbon, il demeure donc un très beau parti. En 1671, il épouse en secondes noces Charlotte-Élisabeth de Bavière, la princesse palatine. Le roi apprécie le franc-parler et l'érudition de sa nouvelle belle-sœur devenue, après la reine, la femme la plus importante de la cour. Le grand théâtre des courtisans, sans cesse suspendu entre faveur et disgrâce, et la rigidité de l'étiquette imposée par Louis XIV, offrent alors à Madame une inépuisable source d'inspiration. La princesse palatine laissera à la postérité une abondante correspondance qui témoigne des mœurs de la cour et fustige l'hypocrisie des courtisans. La ligne de force de tout son règne, il a voulu toujours amoindrir le pouvoir des seigneurs, ou fabriquer une noblesse un peu nouvelle qui lui devrait tout. Et il a toujours préféré les nobles qu'il créait lui-même. Et ce pouvoir d'anoblissement, de transformation des bourgeois, c'est là où on a parlé de la fameuse savonnette à vilain, c'est-à-dire la savonnette à vilain, c'était des fonctions ou des charges qui permettaient de s'ennoblir. Et Louis XIV a toujours en a fait un véritable instrument de politique. En 1672, Louis XIV se lance dans la guerre de Hollande. Il espère ainsi renverser les ententes et briser la triple alliance conclue en 1668 entre les Provinces-Unies, l'Angleterre et la Suède pour freiner les rêves de conquête de la France. La guerre contre la Hollande fait rage. Louis XIV s'empare de Maastricht en 1673 où son fidèle d'Artagnan trouve la mort. Si le roi ne parvient pas à rétablir l'équilibre économique du pays, la France demeure un royaume admiré et l'un des plus peuplés d'Europe. L'organisation méticuleuse de Louis XIV, qui voit naître l'État moderne, constitue un immense vecteur de puissance pour le royaume et de grandeur pour son monarque. Le 2 août 1674, au château de Saint-Cloud, la princesse palatine donne naissance à un petit-fils de France, Philippe, d'abord titré duc de Chartres.
nul ne peut prédire l'incroyable destin de cet enfant que rien ne prédestine alors à devenir régent du royaume. On accompagne son éducation par l'étude des armes, de la diplomatie et de la culture ancienne, évidemment le grec et le latin. Le 10 août 1678, la signature du traité de Nimègue met un terme à la guerre de Hollande et rapporte à la France la précieuse Franche-Comté. Mais les velléités de conquête de Louis XIV ne se limitent pas au continent européen. Le pays se dote d'une marine plus puissante pour contrôler les exportations, développe un empire colonial et institue des compagnies commerciales, la Compagnie des Indes, la Compagnie du Levant et des comptoirs, tels Pondichéry. En 1682, l'explorateur Cavelier de La Salle revendique pour la France toutes les terres le long du fleuve Mississippi. Il leur donne alors le nom de Louisiane en l'honneur de son roi. En 1683, la reine Marie-Thérèse meurt. Louis XIV se soucie alors de son salut et observe avec rigueur les préceptes de la religion catholique. La même année, il épouse secrètement sa confidente et amie, Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon. Sous son influence, le roi Soleil devient un roi dévot qui va s'employer à détruire le jansénisme et le protestantisme pour unifier le royaume dans la foi catholique. À la suite des guerres de religion qui ont enflammé le royaume entre 1562 et 1598, le premier roi Bourbon, Henri IV, grand-père de Louis XIV, signait l'édit de Nantes. Cet édit de tolérance instaurait une coexistence pacifique entre catholiques et protestants. Mais la réussite des protestants, devenus des entrepreneurs richissimes, des commerçants ou de grands capitaines, suscite bientôt l'hostilité des catholiques. Louis XIV initie alors une grande politique de conversion religieuse. Devant les persécutions, les terribles dragonnades, un grand nombre de huguenots s'installent en Angleterre, privant la France de ses forces vives. Ce qu'on appelle les dragonnades, c'est le logement des gens de guerre. Et vous imaginez que loger des gens de guerre, c'est mettre à mal les familles, leurs biens. Ça va provoquer des conversions quand même en nombre qui vont faire croire au roi qu'il n'y a plus désormais qu'à abolir cet édit puisqu'il n'y aurait plus ou quasi plus de protestants dans le royaume. C'est une décision clairement malheureuse. En 1685, Louis XIV porte le coup de grâce à la cause protestante en révoquant l'édit de Nantes. Alors évidemment, cette révocation de l'édit de Nantes est complètement catastrophique, néfaste, parce que les protestants sont des gens brillants, intelligents, des entrepreneurs, surtout des entrepreneurs richissimes pour la plupart, et qui vont quitter le pays pour aller travailler ailleurs. Donc la France va se retrouver quasiment mise en faillite à cause de cette révocation. La politique belliciste et provocatrice de Louis XIV, alors au sommet de sa gloire, unit bientôt toute l'Europe contre lui. En 1686, il affronte les puissances européennes coalisées de la Ligue d'Augsbourg qui souhaitent mettre fin à l'hégémonie de la France. Philippe est un jeune homme intelligent et travailleur. Il est passionné par la géographie. Il s'intéresse paradoxalement, parce que c'est le grand sport de la noblesse, assez peu à la chasse, alors qu'il n'a rien contre l'idée d'embrasser une carrière militaire. L'héritier de la branche d'Orléans est bientôt en âge de se marier. La famille royale se met donc en quête d'un parti avantageux. Alors Louis XIV, quand il avait été question de lui trouver une femme, avait vainement essayé de trouver une princesse européenne. On était en guerre avec tous les pays d'Europe. Plus personne ne voulait donner d'enfants à la famille royale de France. Donc il s'est dit, puis de toute manière, les Orléans ont toujours voulu un peu trop de pouvoir, eh bien je vais les abaisser. Il va épouser Mademoiselle de Blois, qui est la fille bâtarde que j'ai faite à Madame de Montespan. Bonjour la consanguinité. La belle Françoise-Marie de Bourbon est une bâtarde, légitimée certes, mais issue des amours du roi avec sa maîtresse, la sulfureuse Madame de Montespan. Cette stratégie, élaborée par le vieux roi rusé,
contribue à abaisser la puissance des lignées princières afin de renforcer l'absolutisme royal. La princesse palatine, la maman de M. d'Orléans, Philippe, vexé, dit « Mais il n'est pas question qu'il épouse une bâtarde, fût-elle légitimée ?» Et puis, Louis XIV reçoit dans son bureau le régent, le futur régent, Philippe d'Orléans, en entretien pendant quelque temps. Il doit lui promettre des tas de choses, si bien que le Philippe d'Orléans sort du bureau en disant « C'est entendu, dit-il à sa maman, j'épouse mademoiselle de Blois. » Réponse de sa maman, paf paf, une paire de gifles immédiates devant toute la cour. Le futur régent s'est trouvé giflé par sa mère. Et Louis XIV était content comme ça de garder tous les Orléans à sa botte. Ulcérée, la princesse palatine doit se résoudre à accepter ce qui reste à ses yeux une mésalliance qui entache la maison d'Orléans et dont l'énorme dot de 2 millions de livres ne suffit pas à laver l'humiliation. Philippe II épouse Françoise-Marie de Bourbon le 18 février 1692. La même année, il répond à l'appel des armes aux côtés du roi. Le jeune homme se distingue par ses talents de stratège lors du siège de Namur, puis des batailles de Steinkerk et de Neerwinden. La guerre de la Ligue d'Augsbourg s'achève par la signature des traités de Ryswick les 20 et 21 septembre 1697, qui mettent un terme à la suprématie française en Europe. En 1701, à la mort de son père, Philippe II est titré duc d'Orléans. Les naissances se succèdent et un fils, Louis, voit le jour en 1703. Mais cette union avec la fille bâtarde de Louis XIV n'est guère heureuse. Philippe II, adepte du courant libertin, délaisse alors son épouse, préférant se laisser aller à la débauche dans la moiteur des orgies du palais royal. C'était un personnage assez extraordinaire que ce Philippe d'Orléans, capable justement, malgré sa réputation de débauché, que de s'allier avec un intellectuel comme Saint-Simon. Saint-Simon réfléchissait à la façon de bien administrer le royaume. Il avait des conceptions un peu élitistes, mais c'était un sujet de conversation constant entre Philippe d'Orléans et le duc de Saint-Simon, que de trouver la meilleure façon de gérer l'héritage de Louis XIV. Cette amitié entre le duc d'Orléans et le duc de Saint-Simon, nous la connaissons essentiellement par les mémoires, les fameux mémoires du duc de Saint-Simon, qui constituent un monument de la littérature et qui racontent à la fois le règne de Louis XIV, mais aussi la régence. Avant de rendre l'âme, le roi Charles II, dernier Habsbourg d'Espagne, désigne comme successeur Philippe d'Anjou, le petit-fils de Louis XIV. Il accède au trône d'Espagne, clé de voûte de la domination en Europe, sous le nom de Philippe V, et va donner naissance à la dynastie des Bourbons d'Espagne, qui règne encore de nos jours. Si le roi Soleil avait pu prédire le destin tragique de ses héritiers, il ne l'aurait jamais permis. Pour contrecarrer les ambitions françaises, une coalition réunit l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Empire et les princes allemands, faisant éclater la guerre de succession d'Espagne dès 1701. Cette guerre permet à Philippe II, duc d'Orléans, de s'illustrer de nouveau sur le champ de bataille, mais elle saigne à blanc l'économie française. Cet absolutisme Louis XIVien en matière de finances a marqué durablement sans doute l'histoire de France et a sans doute un peu fait dériver la notion d'État vers la notion d'État vorace. Et ça, on le doit à Louis XIV. Le roi, c'était lui qui dispensait la richesse. Il l'a prélevée et c'était lui qui l'a redistribuée. Et c'était ça le pouvoir. Et la notion de pouvoir est très associée à ça dans l'histoire de France. Après avoir étouffé les prétentions de la noblesse, créé des intendants dévoués, agents de la centralisation du pouvoir, et façonné une nouvelle aristocratie au mérite, Louis XIV est maintenant le souverain absolu qu'il a toujours aspiré à devenir. Le sommet de sa gloire coïncide pourtant avec le début du lent déclin de l'Ancien Régime.
Alors que sa succession semblait assurée, le roi Soleil voit disparaître un à un ses héritiers. Dans ses mémoires, Saint-Simon parle de la succession des grands malheurs. Il y a à la fois la succession d'un roi et puis la succession des événements. Et on sait que 3 générations ont disparu dans la postérité de Louis XIV. Louis de France, qui est né en novembre 1661 et qui mourra en 1711 à 50 ans. Alors on disait de lui qu'il allait être fils de roi, qu'il allait être père de roi et jamais roi. Et ce fut exactement ça, puisque finalement il fut le fils de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche. Il fut le père de Philippe V d'Espagne et il ne régna jamais. À partir de l'année 1711, une terrible malédiction semble peser sur la famille royale. En 1711, Louis XIV est un vieux monsieur, mais qui règne encore. Il a encore 4 ans devant lui. Et il a un fils qui peut le remplacer, qui a une 50aine d'années, c'est le grand dauphin. Et oui, mais le grand dauphin meurt en 1711. Donc, plus d'espoir de ce côté-là. Dieu soit loué, le grand dauphin avait lui-même un fils, surnommé le dauphin, qui est susceptible d'hériter la couronne. Non, il n'en est pas question non plus, parce qu'en 1712, c'est-à-dire l'année suivante, le dauphin lui-même meurt. Alors que va-t-il se passer? Eh bien, le dauphin avait, Dieu merci, 2 fils. Et oui, mais parmi ces fils, il y en a un autre qui meurt en 1714, et il n'en reste qu'un tout petit qui a 5 ans en 1715. Ce sera notre futur Louis XV. La guerre de succession d'Espagne est longue et désastreuse pour la France. Si la victoire de Denain en 1712 redonne un peu d'ardeur à l'armée française, l'économie en sort exsangue et la vie à la cour devient morne, chaque famille ayant perdu des proches au combat. La guerre s'achève enfin avec les traités d'Utrecht signés en 1713. Louis XIV a 2 autres petits-fils, Philippe V, devenu roi d'Espagne et qui a renoncé à toute prétention sur la couronne de France, et Charles, le duc de Berry, qui succombe en 1714 des suites d'un accident de chasse. Louis XIV sombre alors dans une humeur noire. Le destin du royaume est désormais lié à la survie de son fragile arrière-petit-fils, Louis, le duc d'Anjou. Ce dernier, malade, reprend miraculeusement des forces grâce à la bienveillance de sa gouvernante, Madame de Ventadour, qui interdit aux médecins de l'approcher, préférant le soigner elle-même. Alors on connaît la scène, quand Louis XIV est sur son lit d'agonie, il fait venir le seul héritier de la couronne qui lui reste, c'est-à-dire son arrière-petit-fils, qui va devenir Louis XV d'une seconde à l'autre, et il lui dit « J'ai trop aimé la guerre, en cela ne m'imitez jamais ». Louis XIV s'éteint le 1er septembre 1715, cédant sa couronne à ce petit roi, âgé de 5 ans. Mais Louis XV est trop jeune pour régner. Il s'agit donc de désigner un régent pour gouverner le royaume jusqu'à sa majorité. Louis XIV transmet à son arrière-petit-fils des cartes puissantes pour lui permettre d'assurer sa domination politique. Mais le roi Soleil a aussi beaucoup aimé la guerre, et à sa mort en 1715, le royaume croule sous les dettes. En effet, il a aimé la guerre à tel point que les caisses de la France sont archi-vides. Le royaume est dans un état de misère terrible. La France est affaiblie par les guerres incessantes, le poids écrasant des impôts et la fuite à l'étranger de milliers de huguenots après la révocation de l'édit de Nantes. La stabilité de la monarchie est remise en question. Des critiques s'élèvent pour dénoncer la guerre, les inégalités et pour réclamer une réforme fiscale. Louis XIV redoutait l'instauration d'une régence, toujours synonyme d'affaiblissement de l'autorité royale. L'ordre de succession désigne son neveu, Philippe II, duc d'Orléans, pour remplir cette fonction de première importance. Mais Louis XIV se méfiait de son impiété
et de sa réputation libertine. Ne voyant pas en lui l'âme d'un homme d'État, le roi avait pris soin de le tenir à l'écart du pouvoir. Alors quand son arrière-grand-père meurt, le petit Louis XV a 5 ans. Alors évidemment, à 5 ans, il n'est pas en état de gouverner, mais Louis XIV avait demandé à ce que la régence, bien qu'il ne l'appréciât pas vraiment, fut assurée par celui qu'on va appeler le régent, qui était le fils de son frère, c'est-à-dire Philippe d'Orléans. Il ne l'appréciait pas parce que les mœurs de Philippe d'Orléans étaient assez dissolues et il pensait que son influence sur le petit Louis XV serait néfaste. Il avait même émis une réserve en disant que si cette régence pouvait être assurée par le duc du Maine, eh bien, il serait le plus heureux des hommes, le plus heureux des agonisants, si je puis dire. Le duc du Maine étant, comme on le sait, le fils aîné qu'il avait fait à Madame de Montespan et qu'il avait légitimé. Le roi avait donc organisé sa succession pour limiter les prérogatives de Philippe II en désignant chacun des membres du Conseil de Régence avec lequel ce dernier va devoir composer. De plus, l'éducation et la garde de l'enfant roi sont confiées à son rival, le duc du Maine. Première des choses que va faire le régent, c'est d'écarter le duc du Maine de la succession pour pouvoir gouverner tout seul. Le 2 septembre 1715, lors d'une séance au Parlement de Paris, Philippe II flatte les parlementaires. Il leur fait alors miroiter le retour du précieux droit de remontrance, strictement limité par Louis XIV depuis 1673, afin de maintenir le Parlement dans l'obéissance. Les parlementaires contournent alors le testament du défunt roi pour donner au duc d'Orléans les pleins pouvoirs. Le Conseil de Régence se trouve réduit à un rôle purement consultatif. Ce qui est extrêmement important dans la politique du régent, c'est qu'il s'installe à Paris, d'ailleurs il s'éloigne de Versailles, il rapproche le gouvernement du peuple, et d'autre part, il redonne du pouvoir au Parlement. Le régent installe Louis XV au palais des Tuileries, déserté depuis près d'un demi-siècle, et réintègre le palais royal, résidence traditionnelle de la famille d'Orléans, qui devient le centre du pouvoir politique et l'antre de la culture et du plaisir. Après l'autoritarisme du règne précédent, la parole et les mœurs se libèrent. Les Français ont soif de nouveautés et placent beaucoup d'espoir en la personne de Louis XV, ce petit roi à l'allure majestueuse. Le régent va gouverner le royaume jusqu'en 1723 et, avec ses hommes de confiance, tel le duc de Saint-Simon, il va entreprendre une politique plus libérale. Il est devenu un homme aimable qui se soucie réellement de son neveu et prend très au sérieux le destin du royaume. Une fois au pouvoir, le régent met en place une nouvelle pratique de gouvernement, recherchant l'apaisement et la concertation. Il donne à la politique un tournant en apparence plus libéral, en redistribuant le pouvoir à la noblesse et au Parlement, à travers un système appelé polysynodie. Dans ce nouveau gouvernement, des conseils particuliers préparent les décisions discutées au Conseil de Régence. Avec la Régence apparaît le retour de la noblesse, c'est-à-dire que notamment des gens comme Saint-Simon poussent le régent à créer des conseils. C'est ce qui donnera lieu à ce fameux système de gouvernement qui était la polysynodie. On retrouve le mot synode, c'est-à-dire le conseil, et puis poly, parce qu'il y a plusieurs conseils. Le régent s'appuie sur le maréchal de Villeroy, gouverneur du jeune roi, et sur le duc de Saint-Simon. Mais il maintient un conseil d'État restreint où siègent ses hommes de confiance, tel son ancien précepteur, l'abbé Dubois. Les départements ministériels sont démantelés et les secrétaires d'État sont remplacés par des conseils rassemblant des membres de la haute noblesse. Ces conseils particuliers sont au nombre de 7 et composés de 10 membres chacun. Leur but est de préparer les décisions royales qui seront discutées au Conseil de Régence. Il y a 7 conseils différents qui composent la polysynodie. D'abord, le conseil du dedans du royaume, qui est présidé par le duc d'Antin, fils de Madame de Montespan. La charge de contrôleur général des finances disparaît au profit d'un conseil des finances, présidé par le duc de Noailles, neveu de Madame de Maintenon. Un conseil de conscience traite des affaires morales et religieuses. Le conseil des affaires étrangères échoit au maréchal d'Uxelles,
fin négociateur dans la guerre de succession d'Espagne. Un conseil de la guerre est tenu par le maréchal de Villars, qui est le vainqueur de Denain. Le conseil de la marine revient au comte de Toulouse et enfin le conseil du commerce au maréchal de Villeroy. Le système de la police-synodie révèle très vite ses faiblesses. Les conseils souffrent du manque de secret et des rivalités entre les membres. Dès 1718, le Parlement pointe leur manque d'efficacité. En septembre de l'année suivante, les conseils particuliers sont supprimés, à l'exception de ceux des finances, de la marine et du commerce, et les secrétaires d'État sont rétablis dans leurs fonctions. C'est le premier échec du tournant libéral amorcé par le régent. Le royaume de France croule sous les dettes. En 1716, afin d'assainir les finances, le régent se laisse séduire par les théories d'un étrange personnage. Lorsque Philippe d'Orléans hérite le pouvoir, la régence, il mesure à quel point le royaume est dans un état économiquement pitoyable. Et il a une idée phénoménale. Grâce à un banquier écossais qui s'appelle John Law, qui va imaginer le papier-monnaie avec des actions, avec des compagnies, la compagnie des Indes, la compagnie de Mississippi, eh bien l'argent va flamber, va rentrer, les caisses vont se remplir. Ça, c'est une chose extrêmement importante. L'AS, alors ça s'écrit L-A-W, mais on le dit bien de cette façon, l'AS, et c'est en fait la première monnaie qui arrive en France, et c'est d'ailleurs une technique extraordinaire, on achète du papier. John Law, que les Français prononcent Las, est le fils d'un orfèvre écossais. Il amasse une belle fortune à Londres en s'intéressant au fonctionnement de la toute nouvelle Banque d'Angleterre. Au cours de ses nombreux voyages, il étudie les mécanismes financiers des grands centres monétaires européens pour bâtir son système. John Lass préconise l'utilisation de titres en papier-monnaie à la place de l'or et de l'argent. Son système financier s'appuie sur une banque d'État qui émet des billets en fonction des besoins de l'économie. Cette banque travaille avec une compagnie commerciale qui possède le monopole du commerce extérieur et qui émet des actions. Law crée la Banque Générale, banque de dépôt, d'escompte et d'émission, qui devient Banque Royale en 1718. Elle est associée à la Compagnie des Indes en 1719. Cette dernière reçoit les bénéfices coloniaux, créant un monopole du fret et du commerce international. La compagnie fonctionne avec des actionnaires sur une économie de spéculation et reçoit le privilège de la fabrication des monnaies, puis obtient le bail des fermes générales et la gestion des recettes des impôts directs. En 1720, Law est nommé contrôleur général des finances et poursuit ses efforts pour réduire la dette de l'État. Dans un premier temps, ce système LAS modernise l'économie parce qu'il crée de nouvelles formes d'investissement et les puissances concurrentes voient apparaître avec inquiétude la naissance d'une nouvelle place financière en Europe à l'image de Londres ou d'Amsterdam. Malheureusement, ça ne va pas durer. Le système Law vit sur la confiance des actionnaires dans les futurs bénéfices des colonies et du commerce et dans les richesses du royaume qui permettent les rentrées de l'impôt. Un parfum de spéculation embaume la capitale depuis la rue Quincampoix, qui va devenir le centre névralgique du système. À Paris, c'est rue Quincampoix que là s'est installée la Banque Générale. Cette rue devient le centre de la spéculation qui touche tous les milieux sociaux. C'est un grand brassage social. Il y a des hommes d'affaires, des hommes d'église, des bourgeois, des aventuriers, des marginaux et même des princes du sang. Une spéculation illicite est faite sur les billets d'État et c'est là que l'on parle d'agiotage. On connaît l'anecdote du bossu qui prêtait son dos pour la signature des papiers. L'AS ne veut pas que la spéculation s'enflamme, mais cette machine est lancée et il est très difficile de l'arrêter. L'abondance du papier-monnaie favorise cette spéculation, mais la valeur des actions n'est pas basée sur la réalité. Et Law se montre incapable de verser les dividendes. Les agioteurs de la rue Quincampoix parient sur l'inflation, faisant flamber les actions de la banque. Peu à peu, la monnaie perd de sa valeur.
Las tente d'interdire aux Français de conserver plus de 500 livres en monnaie métallique sous peine de poursuite. Il y a une sorte de climat de suspicion et d'insécurité qui s'installe. Deux princes du sang, Conti et Bourbon, sont accusés d'avoir retiré des millions en or à la banque. Les affaires criminelles se succèdent. On retient l'affaire célèbre du comte de Horn qui assassine un agioteur pour lui prendre son argent et qui est ensuite condamné à être roué vif. Las fait fermer la rue Quincampoix, mais les spéculateurs se retrouvent dans les jardins de l'hôtel de Soissons. S'ensuivent des enrôlements forcés pour la Louisiane qui tétanisent l'opinion. Toute la noblesse va faire confiance, toute la France va faire confiance à Las, jusqu'au jour où effectivement certains demandent à être remboursés, et c'est la banqueroute. Le système s'effondre, provoquant une gigantesque faillite bancaire et la fuite de l'eau en décembre 1720. Il meurt à Venise, dans la misère, 9 ans plus tard. Après cette expérience malheureuse, les détenteurs d'actions sont ruinés, alors que ceux qui ont réussi à vendre dans la panique se sont enrichis. L'État a néanmoins liquidé une partie de sa dette et le système Lowe a donné un véritable coup de fouet à l'économie. Mais la France se méfiera pour longtemps des billets de banque. La fin du règne de Louis XIV est teintée d'austérité. Le souverain est influencé par la pieuse Madame de Maintenon et accablé par la mort de ses héritiers. Pourtant, le roi Soleil a aimé son plaisir, soulevé l'indignation de l'Église et défrayé la chronique en enchaînant les conquêtes amoureuses. Dans les années 1700, la vie à la cour auprès de ce vieux roi dévot devient plus terne. Et après sa mort, la régence apporte un souffle nouveau qui célèbre les plaisirs de la vie à travers les fêtes galantes, la liberté de parole et de mœurs. Située entre le classicisme du grand siècle et la révolution intellectuelle des Lumières, la Régence favorise le développement de la pensée à travers les célèbres salons et autres cafés littéraires. Dans ces lieux de prédilection se diffusent de nouvelles idées portées par Voltaire ou Montesquieu. C'est le début de la grande évolution des idées. Il y avait eu quelques salons littéraires sous Louis XIV. On avait eu celui de Ninon de l'Enclos, par exemple. Ces salons ont été ensuite développés. Madame du Deffand, Julie de Lespinasse. Et la France est en train de s'instruire également. C'est-à-dire qu'on a mis en place en France un système pour apprendre aux Français à lire et à écrire. On a beaucoup moins d'analphabètes sous Louis XV qu'on en a sous Louis XIV en pourcentage. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, à partir du moment où on sait lire, où on sait écrire, on sait aussi penser. Et tout cela va se mettre en place au fur et à mesure du règne de Louis XV. Et lorsqu'on arrive au tout début du règne de Louis XVI, même Marie-Antoinette, jeune, eh bien, va jouer beau marché. Si la Régence porte en elle les germes d'une nouvelle société, elle reste cependant l'héritière des connaissances scientifiques brumeuses et des savoirs du siècle précédent. Les médecins fondent encore leurs pratiques sur des théories remontant à l'Antiquité, celles d'Hippocrate et de Galien, et sont semblables à ceux décrits et dénoncés par Molière. Règne de la volupté, où s'exprime une sexualité débridée, la Régence marque l'histoire d'un parfum de débauche et de scandale. Elle imprime l'image d'une aristocratie libertine, corrompue dans la moiteur des petites maisons de plaisir où les corps s'entremêlent. Le régent n'a que faire de l'étiquette imposée par son prédécesseur. Le duc de Saint-Simon, la princesse Palatine, décrivent dans leurs ouvrages un relâchement des mœurs à la cour, reprochant à la jeunesse son impiété ou son manque de scrupules. Le libertinage, c'est d'abord un courant de pensée. Ce courant se dresse contre les croyances de la société, les dogmes scientifiques et moraux de l'Église. Celui qu'on appelle un libertin est avant tout un libre penseur. Il s'appuie sur la raison
pour remettre en question l'existence de Dieu et la morale chrétienne. Peu à peu, le libertinage devient un mode de vie dans lequel la recherche du plaisir est synonyme d'indépendance morale. Temps des plaisirs, la Régence nourrit bien des fantasmes autour de ces libertins qu'on appelle les roués, car ils sont jugés dignes du supplice de la roue. Alors le régent n'a pas que des qualités. Évidemment, le régent est un fiefé libertin. Le régent est un débauché, on le sait. Il a des amis et des ministres avec lesquels il fait des soirées crapuleuses à n'en plus finir, ce qu'on appelait les soupers du régent, où les femmes arrivaient, se donnaient nues, mangeaient nues sur les tables, etc. Alors, évidemment, c'est pas un exemple idéal à donner à un petit bambin de 7 ou 8 ans qui était Louis XV, qui prendra goût, lui, par la suite, comme on le sait, à ces soirées de débauche. Des rumeurs licencieuses circulent à l'encontre de la fille du régent, Marie-Louise Élisabeth d'Orléans, accusée d'entretenir des relations incestueuses avec son père. Il serait faux d'imaginer la Régence comme le temps où le peuple français tout entier se laisse aller à la débauche, méprisant toute morale chrétienne. Il s'agit finalement des actes isolés d'un petit nombre d'aristocrates concupiscents dont les adversaires du régent se servent pour critiquer sa gouvernance. En réalité, la population française demeure très croyante. Cette image de la Régence érigée en temple de tous les plaisirs a été largement diffusée et exploitée par le genre du roman libertin. Ce mode de vie influence une vaste littérature dite scandaleuse, autorisée ou clandestine et imaginée par les auteurs les plus brillants du siècle. Érotiques et anticléricaux, politiques et philosophiques, les romans libertins mettent en scène les grands personnages du temps, tels le régent, sa fille, l'abbé Dubois et plus tard Louis XV et Madame de Pompadour. Diderot publie anonymement en 1748 Les bijoux indiscrets. Il raconte alors l'histoire de Mirzoza, en laquelle on devine Madame de Pompadour, et du sultan Mangogoul, alias Louis XV, lequel possède un anneau magique capable de faire parler le sexe des femmes. La clôt avec Les liaisons dangereuses, puis le marquis de Sade, avec les 120 journées de Sodome où l'école du libertinage porteront le genre à son apogée. Ces romans suggèrent les rapports intimes entre sexe, politique et pouvoir. Les révolutionnaires vont d'ailleurs s'appuyer sur les aventures amoureuses et les caprices sexuels des libertins pour dénoncer le despotisme des grands. Dès sa prise de pouvoir en 1715, le régent doit affronter des tensions religieuses à l'intérieur du royaume et conclure de nouvelles alliances à l'extérieur pour assurer la sécurité de l'Europe. Des courants religieux, le jansénisme, le gallicanisme et le richérisme se regroupent pour faire front contre Rome. Ils se dressent contre la bulle Unigenitus, fulminée par le pape Clément XI en 1713 à la demande de Louis XIV. Ce dernier entendait contrecarrer les ambitions des courants anti-absolutistes. Dans un royaume au bord du schisme religieux, le régent multiplie les gestes d'apaisement en nommant le cardinal de Noailles, sympathisant janséniste, à la tête du Conseil de conscience. Des troubles profonds éclatent et engendrent une grande instabilité qui va conduire le régent à imposer la bulle pontificale. Il nomme alors au Conseil de conscience l'abbé Dubois et le cardinal de Fleury. Celui-ci va devenir un personnage très important du règne de Louis XV. Les deux hommes poursuivent alors une vaste politique d'affaiblissement du jansénisme. Le régent voit très tôt la nécessité de mener une politique extérieure secrète qu'il confie à son ancien précepteur, l'abbé Dubois. Il envisage de s'éloigner de l'Espagne, allié de la France, pour se rapprocher de l'Angleterre. Philippe V, premier Bourbon sur le trône d'Espagne, est le petit-fils de Louis XIV et le cousin du régent. En tant que prince du sang, il demeure un héritier légitime de la couronne au cas où le frêle Louis XV viendrait à disparaître. Il a abandonné ses prétentions sur le trône de France, mais afin de prévenir les éventuels conflits de succession, l'abbé Dubois négocie avec les Anglais.
Le 4 janvier 1717, la Triple Alliance est conclue entre la France, les Provinces-Unies et le Royaume de Grande-Bretagne de Georges Ier. Il s'agit de lutter contre les ambitions du Premier ministre de Philippe V, Jules Alberoni, qui entend revenir sur les traités d'Utrecht, de Baden et de Rastatt, qui ont mis fin à la guerre de succession d'Espagne. Il souhaite en effet restituer à l'Espagne la totalité de ses anciennes possessions. Le projet espagnol se concrétise et la flotte de Philippe V reprend la Sardaigne en 2 mois. Pendant que l'Angleterre organise la riposte, le régent hésite. Il est en bien mauvaise posture. Il redoute de devoir mener une guerre contre son cousin Bourbon. Aux yeux des Français, elle apparaîtrait comme une défense de ses propres droits à la succession. Pour contrecarrer les ambitions guerrières d'Alberoni, qui vient de lancer une expédition contre la Sicile, le traité de Londres est signé le 2 août 1718, à l'instigation de l'abbé Dubois. Il scelle la quadruple alliance des royaumes de France et de Grande-Bretagne avec les Provinces-Unies et le Saint-Empire romain germanique. Cette alliance garantit les droits respectifs du duc d'Orléans et de Georges Ier sur les couronnes de France et d'Angleterre. Dès le mois d'août, les flottes rivales s'affrontent en Méditerranée, sans déclaration de guerre préalable. Mais la mort de Charles XII de Suède, allié des Espagnols, met un frein au conflit. En 1718, dans un climat où les relations sont extrêmement tendues en Europe, un complot ourdi par l'Espagne projette de renverser le duc d'Orléans pour confier la régence au roi Philippe V d'Espagne. Tous les adversaires du régent se réunissent alors dans ce que l'on va appeler la conspiration de Célamare, du nom du prince et ambassadeur espagnol à Paris, chargé de l'organiser. L'ambitieuse duchesse du Maine entraîne son époux, qui est un bâtard légitimé, Louis-Auguste de Bourbon, dans cette conjuration malhabile et bien vite découverte par l'abbé Dubois. À la suite de cette conspiration, le prince de Célamare est expulsé et les adversaires politiques du régent sont emprisonnés. La guerre contre l'Espagne est déclarée le 9 janvier 1719. Après une brève campagne militaire, Philippe V congédie Alberoni et adhère à la quadruple alliance, renonçant à toute prétention sur l'Italie et les Pays-Bas. La paix est scellée par le traité de Madrid le 13 juin 1721 et consolidée par des alliances matrimoniales. La fille du régent est promise au fils de Philippe V et l'infante d'Espagne doit épouser Louis XV. Le régent a travaillé jusqu'au dernier jour. Il était devenu gras, obèse, impotent, mais il travaillait pratiquement nuit et jour. On ne s'imaginait pas qu'il avait cette capacité de travail considérable. Le régent a su à la fois moderniser l'économie, surmonter cette crise extraordinaire qu'a été la banqueroute de Las, et il a laissé un royaume à peu près en bon état à Louis XV, un Louis XV qui n'avait jamais envisagé de détrôner. Donc il faut rendre quelque justice au régent. Après l'absolutisme du roi Soleil, la régence apporte un souffle nouveau à la politique et insuffle une libération des mœurs. Elle permet à la noblesse et aux parlementaires de retrouver un rôle de premier plan dans les affaires d'État. À l'aube du siècle des Lumières, qui prône la recherche de la connaissance en s'opposant aux superstitions comme aux abus de l'Église et de l'État, ces derniers ne manqueront pas de tenter d'accroître leur pouvoir. Mais pour l'heure, les rouages de la monarchie subsistent. Louis XV est couronné à Reims le 25 octobre 1722 et déclaré majeur par le Parlement l'année suivante. Le régent Philippe II d'Orléans lui lègue un État fort avant de s'éteindre le 2 décembre 1723. Le roi va confier les rênes du pouvoir au duc de Bourbon, puis à son ancien précepteur, le cardinal de Fleury, qui ouvre la période la plus prospère du règne de Louis XV, le bien-aimé.